Bonjour à tous et bienvenue à la une ce soir. Changement à la tête de la Banque africaine de développement. Le Mauritanien Sidi Ould Tah prend les commandes, battant le Sénégalais Amadou Hott. Ce revers pour Dakar relance le débat sur l'influence diplomatique du pays dans les grandes instances. Amadou Hott, lui, choisit l'élégance, salue son rival avec classe et remercie les autorités sénégalaises. La paire en ordre dispersé au dialogue national, les fissures se creusent, des figures du parti participent, d'autres se taisent, révélant des fractures internes. Pour certains analystes, cette cacophonie est le reflet d'un parti mal structuré depuis le départ de Macky Sall. L'avenir politique de l'Alliance pour la République est-il en jeu? Des vies en danger sur la RN1, les passerelles piétonnes ont disparu, mais les accidents, eux, se multiplient. À Diamaguène, la route est devenue un piège quotidien pour les piétons. 2 ans après leur démantèlement, les promesses de réhabilitation sont toujours dans l'impasse. Les populations réclament le retour immédiat de ces infrastructures vitales. Le monde vacille entre violence, deuil et chaos humanitaire. Plus de 100 civils massacrés au Burkina Faso, Gaza au bord de la rupture et le Kenya perd l'un de ses plus grands intellectuels. L'écrivain Ngugi wa Thiong'o tire sa révérence, laissant derrière lui une œuvre engagée. L'actualité internationale secoue les consciences. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer. Changement de cap à la tête de la Banque africaine de développement. Le Sénégalais Amadou Hott n'a pas réussi à convaincre les gouverneurs de la BAD. C'est finalement le Mauritanien Sidi Ould Tah qui a été élu président de l'institution avec 76% des suffrages pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Dans une déclaration empreinte de dignité, Amadou Hott a salué l'élection de son concurrent et félicité tous les autres candidats pour leur engagement. Il a également exprimé sa gratitude envers le président Bassirou Diomaye Faye et le gouvernement sénégalais pour leur soutien et les efforts diplomatiques menés en sa faveur. Sidi Ould Tah, élu président de la Banque africaine de développement au 3e tour du scrutin avec 76,18% des voix totales et 72,37% des voix au niveau régional. Il passe devant le Zambien Samuel Munzele Membo qui a recueilli 20,26% des suffrages selon les résultats officiels. Sidi Ould Tah devient ainsi le 9e président de l'institution panafricaine qui compte 81 pays membres, dont 54 pays africains. 5 candidats étaient en lice, dont Amadou Hott, l'ancien ministre de l'économie sous le régime de Macky Sall. Amadou Hott est arrivé 3e à l'issue du scrutin avec seulement 3,55% des voix. Malgré une défaite cuisante, Amadou Hott a tenu à féliciter son adversaire. Les actionnaires de la Banque africaine de développement ont décidé. Je valide Dr Sidi Ould Tah, président élu, et lui souhaite plein succès dans ce rôle de leadership vital pour notre continent. Je tiens à féliciter tous les candidats pour leurs efforts. Il a aussi manifesté sa reconnaissance envers le président Bassirou Diomaye Faye et le gouvernement sénégalais. Je suis profondément reconnaissant à l'endroit de son Excellence, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dont l'engagement personnel extraordinaire et le plaidoyer indéfectible tout au long de ce parcours ont été exceptionnels. Je remercie le gouvernement du Sénégal pour son dévouement indéfectible, son soutien institutionnel et ses efforts diplomatiques tout au long de cette campagne. Sidi Ould Tah a mené une campagne efficace grâce au soutien de son pays, mais aussi des pays comme la Côte d'Ivoire, la France et l'Arabie Saoudite. Une campagne qui lui a valu 72 des droits de vote africains. Le Mauritanien faisait face à la concurrence du Sénégalais Amadou Hott qui menait sa campagne sur les mêmes zones d'influence. L'échec de Amadou Hott a suscité de nombreuses interrogations. Elle résulterait, selon plusieurs observateurs, d'un faible soutien de la part de son pays qui aurait perdu son influence au niveau africain. Mais il révèle surtout la chute accélérée de la diplomatie sénégalaise. Amadou Hott était pourtant un bon profil pour la présidence de l'institution financière, étant lui-même ancien vice-président et ancien ministre de l'économie au Sénégal.
C'est donc le Mauritanien Sidi Ould Tah qui a remporté la victoire ce jeudi, reléguant l'ancien ministre sénégalais au rang d'observateur, une défaite que certains n'ont pas hésité à interpréter comme un nouvel échec de la diplomatie sénégalaise sur la scène continentale. Face à cette vague de critiques, le Premier ministre Ousmane Sonko a rapidement réagi dans un message publié sur ses plateformes numériques. Il a salué la belle qualité de la campagne menée par Amadou Hott et l'a encouragé à poursuivre sa noble ambition pour l'Afrique. Le chef du gouvernement a également félicité Sidi Ould Tah et souligné le mérite de l'ensemble des candidats. Pour lui, au-delà de la compétition, c'est avant tout l'Afrique qui a gagné. La répartition de certains, la participation, voilà, de certains responsables de l'Alliance pour la République au dialogue national lancé récemment suscite interrogation et interprétation pour l'analyste politique Mamadou Sy Albert. Cette présence est la preuve d'une divergence de points de vue au sein même du parti de Macky Sall. Une lecture partagée par le journaliste Thierno Diop qui pointe du doigt l'absence de structuration comme l'un des facteurs aggravants de cette division apparente. Dès lors, une question se pose, la paire est en train de vaciller. Hôte de l'émission, l'invité de MNF, Abdou Mbow, a rappelé la position de l'Alliance pour la République sur le dialogue politique. APR, demul dialogue, yónneewu fa. Képp ku fa dem, sa bopp nga fa demal. De grands noms de la dite formation politique ont néanmoins assisté à la rencontre. Le vide laissé par Macky Sall serait l'une des raisons, avance le journaliste et analyste Thierno Diop. Pour le cas Abdoulaye Daouda Diallo, ça se comprend aussi parce que vous savez, l'APR donc évolue sous le mode de la structuration horizontale. C'est le type de structuration à inhiber toute ambition parmi les lieutenants. C'est une sorte d'armée mexicaine. Quand le chef n'est plus là, bon, il va de soi que l'armée se disloque, meurt de sa belle mort. Un argumentaire appuyé par Mamadou Sy Albert. C'est lié essentiellement au fait qu'il y a une divergence dans l'approche, que certains ne sont pas convaincus qu'il faut boycotter. Après avoir surpris plus d'un en prenant part au débat sur le système politique sénégalais, les alliés ont-ils décidé de désavouer l'ancien président de la République, Macky Sall? Ce serait trop tôt pour en arriver à cette conclusion, dixit notre interlocuteur. Les anciens alliés, que ce soit le PS, que ce soit l'AFP, que ce soit les partis de gauche, n'ont pas quitté l'opposition. Donc il n'y a pas vraiment de désaveu du président Macky Sall ou une rupture, mais c'est des divergences naturelles entre les composantes de l'opposition. Cette opposition, elle n'est plus dans une opposition radicale, comparativement à la paix. Des cadres de l'ancien régime restés en justice, des partisans et alliés qui, petit à petit, tournent le dos. Cette série d'événements malheureux concourt-elle à isoler davantage l'Alliance pour la République? Le futur est pour le moment peu reluisant. Tout dépendra du format de candidature qui sera privilégié au sein de l'Alliance pour la République pour savoir si Macky Sall va se présenter ou non. Lors de la cérémonie d'ouverture du dialogue national tenue hier, plusieurs intervenants ont évoqué la question de la liberté de la presse. Pourtant, les acteurs des médias, eux, n'ont pas eu l'opportunité de s'exprimer en leur nom propre. Une omission regrettable, selon Mamadou Ibra Kane, président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal. Pour lui, les médias qui jouent un rôle essentiel dans l'animation du système politique avaient leur mot à dire. La cérémonie d'ouverture officielle du dialogue national sur le système politique a été marquée par une série d'allocutions politiques, syndicalistes, religieux, membres d'organisations de la société civile ont tous eu voix au chapitre, excepté les acteurs des médias. Nous nous félicitons d'abord que le président de la République nous ait invités au dialogue national. Malheureusement, comme vous l'avez dit, on a donné la parole à tout le monde et on n'a pas jugé utile de donner la parole au secteur de la presse. Pourtant, la presse joue un rôle crucial dans le système politique, en informant les citoyens, en permettant un débat public, mais surtout en contrôlant les pouvoirs. Cette presse traverse aujourd'hui une période trouble qui devrait, selon Mamadou Ibra Kane, interpeller plus d'un. Nous sommes en attente d'un dialogue avec le nouveau régime.
surtout que le président de la République, après la journée sans presse au mois d'août 2024, automatiquement le lendemain, il a appelé à un dialogue rénové avec la presse. Garant d'un débat pluraliste, les médias sont souvent indexés par les politiques, dont une relation conflictuelle. Le président du Conseil national des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal estime que ce dialogue devrait être une occasion pour corriger ces imperfections. Chaque fois que nous avons une alternance, la presse est vraiment ballottée. Nous avons connu le président Abdoulaye Wade qui a eu des problèmes avec la presse. Nous avons eu le président Macky Sall qui a eu des problèmes avec la presse. Aujourd'hui, nous avons les mêmes problèmes, sinon même plus de problèmes lors de la troisième alternance politique. Et ce dialogue national aurait dû permettre de garantir à travers des mécanismes bien précis la liberté de la presse du Sénégal. Selon Mamoudi Ibra Kane, il compte profiter des travaux en commission qui démarrent ce vendredi pour exposer leurs différentes propositions. En bref, solidarité nationale, le ministère de la Famille et des Solidarités poursuit le déploiement de son aide envers les ex-détenus de la période préélectorale. Une nouvelle phase d'assistance a été enclenchée ce jeudi 28 mai avec 580 bénéficiaires supplémentaires, ce qui porte à 1268 le nombre total d'ex-détenus déjà soutenus. Concernant les familles des personnes décédées, le processus progresse plus lentement. Seules 5 familles ont à ce jour fourni le jugement d'hérédité exigé. Par ailleurs, la prise en charge médicale est en cours. 123 victimes disposant de dossiers médicaux validés ont reçu une assistance financière pour un montant total de 142 869 000 francs CFA selon la délégation générale à la protection sociale. Sur un autre front, celui de la sécurité routière, l'inquiétude monte à Diamaguène. La suppression des passerelles piétonnes sur la RN1 plonge les riverains dans un climat d'insécurité permanent. Plusieurs accidents ont été recensés sur cet axe désormais qualifié de zone rouge. Les autorités, en collaboration avec la Géroute, avaient démantelé ces infrastructures pour fluidifier le passage des gros porteurs. Mais 2 ans après, les promesses de réhabilitation tardent toujours. Les usagers interpellent l'État du Sénégal. Sur la RN1, à hauteur de Fass Mbao, il n'y a pas d'alternative pour les piétons. Pour aller de l'autre côté de la route, il faut impérativement ajuster ses pas à l'allure des véhicules. Une traversée périlleuse qui demande beaucoup d'agilité, sans quoi on risque d'être percuté par une automobile. Depuis que la passerelle qui enjambait cette voie a été enlevée, ceux qui circulent à pied sont exposés à un danger de mort. C'est difficile parce que tout simplement, il n'y a plus le pont, et il n'y a pas de passage clouté, et il n'y a pas de service des agents qui nous permettent et nous faciliter la traversée. Il n'y a pas que la passerelle de Fass Mbao qui a été démontée du rond-point Enema Sanders vers l'entrée de Thiaroye jusqu'à Rufisque. Il n'y a plus de pont destiné aux piétons. L'axe Diamaguène est redevenu très accidentogène à cause de cette absence de passerelle. On constate tous les jours des accidents sur cet axe. Heureusement, le matin, il y a des gendarmes sur place pour aider les piétons à traverser la route. Nous sommes exposés à une grande insécurité. On compte tous les jours 3 à 4 accidents impliquant des piétons. La situation dure depuis près de 2 ans maintenant. On assiste tous les jours à des chocs. Les autorités doivent remettre les passerelles à leur place. Nous subissons cette situation depuis 2 ans. 3 ans. D'après le secrétaire municipal de la mairie de Thiaroye-sur-Mer, les passerelles ont été supprimées par les autorités de concert avec la Géroute pour faciliter le passage des gros porteurs. Donc vous savez, ces passerelles-là ont été installées. C'était pour justement répondre à une préoccupation de sécurisation des populations, parce que les populations prennent les artères principales. Donc, mais au niveau de Cinéma Thiaroye, la passerelle a été enlevée. Donc c'était lié au fait que peut-être que c'était lié au transport donc des marchandises. Nous avons vu qu'il y a des camions qui empruntaient la voie principale de Rufisque et buté sur peut-être en tout cas la passerelle, qui fait qu'à un moment donné les autorités ont enlevé les passerelles. La réhabilitation des passerelles tarde à être effectuée.
en dépit des signalements des collectivités territoriales, d'après lui. Nous constatons toujours des accidents sur cette emprise-là, entre 7-Up, Sips surtout, et Cinéma Carré. Nous avons comptabilisé beaucoup d'accidents, donc et mortels pour la plupart. Ce qui veut dire qu'à ce niveau-là, le rétablissement de ces passerelles se trouve être vraiment une obligation aujourd'hui à l'attention vraiment de l'État du Sénégal. Il s'agit là d'une question de vie ou de mort. Des vies sont en péril et le pouvoir central semble négliger la gravité de la situation sur la RN1. Diombe Mbaye, dans le cadre de la lutte contre les pratiques illicites de pêche, notamment la capture et la transformation d'espèces immatures, la direction de la protection et de la surveillance des pêches a mené hier une opération de contrôle à Bargny. L'intervention s'est déroulée en 2 temps, une patrouille maritime au large des côtes suivie d'inspections sur les principaux sites de transformation artisanale à terre. L'objectif de la mission était de lutter contre la capture de juvéniles, la commercialisation, mais surtout la transformation, car tout ceci est interdit par la réglementation en vigueur. Alors, pour ce qui est des résultats, nous avons pu procéder à des saisies significatives. Alors, environ une grande quantité de produits immatures ont été saisis. Des mesures conservatoires ont été prises. Les contrevenants, c'est-à-dire les auteurs des infractions, feront l'objet de procédures et la loi sera correctement appliquée par rapport à ça. Je pense que c'est l'affaire de Toussaint. Vous savez, protéger un juvénile, c'est protéger la part de demain. Protéger un juvénile, c'est en quelque sorte garantir les moyens nutritifs, les moyens de subsistance de demain sur le plan économique et même sur le plan nutritionnel. Alors les contrôles seront renforcés désormais. Alors et aussi parallèlement, notre objectif c'est pas seulement de réprimer, mais nous allons aussi sensibiliser les acteurs, car notre objectif c'est de responsabiliser les acteurs au niveau de chaque maillon de la chaîne d'exploitation, du pêcheur à la femme transformatrice. Dans un tout autre registre, les préparatifs de la Tabaski battent leur plein dans un climat de tension. À Keur Massar, commerçants et habitants se préparent à la fête dans une grande vigilance. Chaque année, la période de Tabaski coïncide avec une recrudescence des vols dans les points de vente. Pour y faire face, certains commerçants ont installé des caméras de surveillance, tandis que d'autres s'organisent en équipe de veille pour surveiller les allées et venues. À quelques jours de la fête de Tabaski, le commerce bat son plein à Keur Massar. Certes, l'ambiance est bon enfant, mais des commerçants sont toujours victimes de cas de vol à l'approche de la fête. À l'approche de chaque fête, nous sommes souvent victimes de cas de vol. Ça nous arrive plus souvent parce qu'il y a des gens qui viennent acheter, par contre d'autres sont de mauvaise foi, sont là juste pour essayer de voler. Pour être à l'abri de ces cas de vol dans cette boutique de tissus, c'est le contrôle total avec la caméra de surveillance. Caméra bi su ko génnee ñu xam ku ko moom dañ koy téye ba mu ñëw ñu jox ko des fois nit sat fàtte fi téléphone am yu mel noonu dañ ko koy jox des fois client ñëw fay ca fayul yooyu yëpp dañuy arrière caméra bi xool moo tax caméra bi am solo trop. Non loin de là, l'on mise sur la vigilance. Une équipe est mise en place pour jeter un œil sur toute personne qui entre. À notre place, à l'heure actuelle, on n'a pas subi des cas de vol. On ne l'a pas subi ici parce que nous avons une petite boutique. Le voilà aussi, on a une équipe, il y a 4 garçons, une fille qui est notre patronne. Donc elle aussi, machallah, elle a un bon esprit. Donc elle veille surtout. Ailleurs, notamment sur les trottoirs, le souci c'est l'occupation anarchique. Ce jeune marchand ambulant dit ne pas avoir de choix. C'est pourquoi il vend ici. Nous installés sur les trottoirs pour vendre. Mais que faire? Ce n'est pas notre choix. Nous sommes obligés parce que nous sommes soutiens de famille. Nous voulons avoir quelque chose, surtout à l'approche de cette fête. Pour la quiétude des populations, les forces de l'ordre veillent au grain.
di commandant bi mi ngi jël ay matukaay. Des forces de l'ordre sont en train d'assurer la sécurité des populations et de leurs biens. Nous le voyons souvent ici. kon mi jël waru garam ci Kër Massar. Les cas de vol sont souvent enregistrés dans les lieux de vente. Pour éviter ces cas, les caméras ne cessent de tourner. Pendant ce temps, à l'international, l'actualité est marquée par des drames et des pertes au Burkina Faso. Plus de 100 civils ont été massacrés dans plusieurs villages du Nord dans une attaque d'une rare violence au Kenya. Le monde des lettres pleure. L'écrivain Ngugi wa Thiong'o, figure majeure de la littérature africaine, engagé, décédé à l'âge de 86 ans. Enfin, à Gaza, le chaos humanitaire s'aggrave. Un entrepôt du programme alimentaire mondial a été pillé alors que la population vit une crise sans précédent. Au Burkina Faso, plus de 100 civils ont été tués dans plusieurs villages des communes de Dori et de Gordadji dans la région du Sahel, dans le nord du pays. Selon plusieurs sources locales, ce massacre a été commis par un convoi de l'armée et des VTP. Parmi les personnes tuées figurent notamment des femmes, des personnes âgées et même des nourrissons. Des photos et des vidéos authentifiées corroborent des faits, mais pour le moment, il n'y a eu aucune réaction officielle de la part des autorités du pays. Selon plusieurs sources communautaires, entre Tafagou et Nyobol, 105 personnes ont été tuées. Les victimes ont ensuite été enterrées dans différentes fosses communes. Au Kenya, l'écrivain Ngugi wa Thiong'o est décédé. L'information a été partagée sur Facebook. Selon des médias, il a vécu une vie bien remplie et a mené un combat acharné. Né en 1938 à Kamiritu, près de Nairobi, Ngugi wa Thiong'o a grandi à l'ombre oppressante de la colonisation britannique. Il a débuté sa carrière littéraire en 1964 avec Weep Not Child, Enfant ne pleure pas, premier grand roman en anglais d'un auteur d'Afrique de l'Est, suivi de A Grain of West of the River Between. Romancier et théoricien post-colonial, son œuvre considérable reflète son engagement politique. Amnesty International l'a désigné comme prisonnier d'opinion avant qu'une campagne mondiale n'obtienne sa libération de la prison de haute sécurité de Kamiti en décembre 1978. Il s'exilera par la suite au Royaume-Uni, puis aux États-Unis, où il va devenir professeur à l'Université de New York, ce qui ne l'empêche pas de continuer d'écrire des pièces et des essais. À Gaza, il ne reste plus rien dans l'entrepôt de Del al-Bala où le programme alimentaire mondial avait stocké de l'aide humanitaire pour une prochaine distribution. On entend également des tirs en arrière-fond. Le PAM avait réussi à faire entrer un peu d'aide humanitaire la semaine dernière après 2 mois de blocus total des Israéliens. Une goutte d'eau, selon Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui avait prévenu, je cite, la faim, le désespoir et l'incertitude autour de l'acheminement de la prochaine aide alimentaire créent une situation de plus en plus instable. Fin de citation. Déjà, le 27 mai dernier, une distribution encadrée par une société privée américaine avait tourné au chaos. Les témoignages en provenance de Gaza étaient édifiants. Les Palestiniens, déjà soumis au bombardement intensif de l'armée israélienne, sont affamés. Pour clore cette série d'actualités, un hommage appuyé à une icône nationale. Ce jeudi 29 mai 2025, le Sénégal célèbre les 99 ans d'Abdoulaye Wade, doyen de la République et figure historique de la démocratie sénégalaise, de l'opposant tenace à l'architecte de la première alternance démocratique en 2000. Son parcours politique reste l'un des plus marquants de l'histoire contemporaine du pays. Visionnaire controversé, bâtisseur ambitieux, Wade a laissé son empreinte dans les infrastructures modernes du pays, du monument de la Renaissance africaine à l'autoroute à péage en passant par la modernisation de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. En ce jour symbolique, la nation rend hommage à son engagement républicain et à son attachement aux libertés. Bon anniversaire, président Wade, que Dieu vous accorde santé, paix et longue vie. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci d'avoir choisi le journal de 7TV pour vous informer. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Je vous retrouve